C'est parfait, vas-y. Bonjour à vous toutes et à vous tous, chers amis. Nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion de cette table ronde, à l'occasion de la 3e journée de Handi Achat. Peut-être nous présenter, nous serons exceptionnellement 2 à animer cette table ronde, et ce pour la première fois. Donc je suis Joseph Ramos, je dirige Ondeco depuis sa création. Et vous verrez à l'écran Antonio Moret, consultant marketing et commercial dans le secteur de l'événementiel, qui a rejoint la team Handi Achat, et nous faisons donc tous les 2 partie de la team Handi Achat. Cette table ronde autour de comment l'inclusion et les achats solidaires s'inscrivent dans l'engagement RSE et le développement durable des entreprises. Pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir, et nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités. Marielle Roux, responsable conformité, risque, qualité et achat à la direction des achats groupe La Poste. Pascal Caille, directeur délégué à l'économie sociale et solidaire et aux dynamiques des territoires, toujours du même groupe La Poste. Je rappelle que le groupe La Poste est partenaire officiel de Handi Achat 2020, si vous ne l'avez pas remarqué derrière notre fond d'écran. Alicia Foultier, bonjour Alicia, chargée de mission RSE à AG2R La Mondiale. Et Yann Lecause, qui a son cabinet, qui s'appelle EYLC, qui est chef d'entreprise et qui est travailleur indépendant handicapé et expert achat, notamment pour le compte de Andeco. Mais je vous en reparlerai. Donc, nous allons procéder dans un premier temps à un tour de table, si vous le voulez, rapide. Je propose à chaque intervenant de se présenter brièvement et de présenter son organisation, mais je crois que vous aurez l'occasion de le faire. Marielle Roux, je vous propose de vous présenter. Le micro, Marielle, le micro. Marielle, je vous en prie. Alors, on coupe les caméras. Donc, en fait, moi, je travaille à la direction des achats du groupe. Donc, c'est une filière d'environ 400 personnes qui travaillent sur les achats. Et on travaille sur la partie achat responsable en lien étroit avec la direction de l'engagement sociétal. Et puis, je laisserai Pascal parler plus amplement du groupe La Poste. Pascal Caille, bonjour. Je vous laisse. Marielle vous a ouvert la voie pour vous présenter. Oui, bonjour. Donc Pascal Caille, je suis directeur délégué donc à l'ESS, donc à la direction de l'engagement sociétal du groupe La Poste. Voilà, donc nous portons la politique d'engagement sociétal du groupe, et donc je vous la présenterai avec grand plaisir tout à l'heure. Alors, je suis désolé si j'ai écorché votre prononciation, Pascal. Rappelez-moi votre nom, que je ne me trompe pas la prochaine fois. Alors, Caille, Pascal Caille. Caille, d'accord. Donc, merci beaucoup. Alicia Foultier. Oui, bonjour à tous. Alors, vous pouvez être les intervenants, je propose qu'ils soient à l'écran, Antonio, Alicia et Yann. N'hésitez pas à être à l'écran, sur la barre d'écran, c'est super pour nos participants. Oui, bonjour à tous. Alicia Foultier, donc je suis chargée de mission RSE au sein de la direction RSE et fondation du groupe AG2R La Mondiale, donc groupe de protection sociale, groupe d'assurance et de protection sociale présent sur tout le territoire et au-delà. Donc, j'ai plus particulièrement en charge la dimension sociétale de la RSE, sociale-sociétale, avec comme en majeur comme sujet les achats responsables, en lien avec la direction des achats, bien sûr, et la DRH également, et le handicap, donc ça tombe bien, puisque les deux domaines ont des synergies. Donc le handicap avec toujours la direction des achats, la direction de l'action sociale qui mène également un certain nombre d'actions à vocation inclusive. Merci Alicia pour cette présentation. Votre titre convient bien à la table ronde aujourd'hui et nous sommes heureux de vous accueillir. Yann Lecause, est-ce que vous voulez vous présenter, Yann? Oui, bien sûr. On ne voit pas. Yann, on ne vous voit pas. Moi, je veux voir tout le monde. Je veux voir bonjour aussi, à tous, ma caméra est bien activée, Joseph. Ah bon, d'accord. Alors, c'est un problème il y a trop de monde, alors peut-être. Ça y est, ça y est. Aujourd'hui. Très bien. Vas-y, Yann. Merci beaucoup, Yann Lecause.
Bonjour à tous, je suis donc le directeur du cabinet YLC Conseil que j'ai créé il y a 4 ans de cela. Je suis un acheteur, j'ai 30 ans d'expérience dans les achats, je suis un ancien directeur des achats et comme Joseph le rappelait, je suis également travailleur indépendant handicapé et notre cabinet accompagne les entreprises pour développer leurs achats responsables, notamment les achats solidaires, mais également on les accompagne à mieux piloter leurs risques fournisseurs, risques réglementaires et enfin nous accompagnons les entreprises à obtenir le label Relations fournisseurs et achats responsables ainsi que la norme ISO 20400. Merci Yann Lecause pour ces propos très clairs et ces premières présentations. Alors, le cabinet Chabas s'efforce écrivait il y a quelque temps qu'il s'agisse de l'image de marque vis-à-vis des consommateurs, de la perception par les actionnaires d'une vision stratégique ou de la fierté d'appartenance des collaborateurs, la notion de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise a aujourd'hui dépassé l'effet de mode pour devenir un élément stratégique incontournable au sein de tout environnement économique concurrentiel. Peut-être une première question à Pascal Kay. Et nous avons un support, Salomé, pour accompagner cette présentation. Comment se traduit votre engagement RSE dans la vision stratégique d'un grand groupe comme le vôtre? Quels sont vos engagements et vos domaines d'action? Et peut-être aussi préciser quels sont vos chiffres clés en termes d'achat. Très bien. Écoutez, peut-être effectivement partir sur le support. Je ne sais pas si vous pouvez le présenter, sinon je peux le… Le partager. Non, ce n'est pas le bon. Il n'y a pas le support à l'écran, mais on va remédier à ça, Pascal. Sinon, je peux le partager parce que moi, je l'ai sur mon… Ah, bah très bien. Allez-y. On va essayer de le faire. Allez-y, c'est en live, c'est en direct. Voilà. Super. Voilà, vous l'avez bien à l'écran? Absolument. Ok, super. Bon, peut-être rappeler quelques chiffres et représenter la Poste très rapidement avant qu'on aborde le sujet de notre engagement sociétal. Donc, bon, comme vous le savez, nous sommes un grand groupe multimétier, hein, avec effectivement 250 000 collaborateurs dans le groupe. Et effectivement, donc, 4 métiers principaux, donc sont le courrier, le métier historique, le colis, qui est en fort développement, la banque et puis des nouvelles activités, notamment liées aux services et aux services numériques. Voilà. Donc on s'appuie notamment en France sur un réseau extrêmement maillé, hein, puisque nous avons 17 000 points de contact répartis sur l'ensemble des territoires, sur plusieurs types de formats, d'ailleurs j'en parlerai ensuite. Et donc on accueille plus d'1 300 000 clients tous les jours dans notre réseau. Et bien sûr, nous avons également 70 000 facteurs qui, tous les jours, de 6 jours sur 7, délivrent 30 millions de boîtes aux lettres. Donc, ce qui nous caractérise vraiment, c'est d'être une entreprise finalement publique, mais une entreprise de services de proximité auprès des Français. Et donc, en étant évidemment au service de tous, partout et tous les jours. Et c'est effectivement un peu notre motto. Alors, effectivement, vous avez sur ce transparent finalement un petit peu un résumé de ce qu'est notre engagement sociétal. Donc, bien sûr, nous avons une politique RSE que nous avons déployée déjà depuis de nombreuses années, qui se décline en 3 axes et 3 engagements forts autour, donc, d'une part, du maintien de la cohésion sociale et territoriale, de la promotion d'un numérique éthique responsable et je rajouterais aussi inclusif, parce que c'est un sujet d'extrême actualité, et enfin, donc, l'accélération des transitions écologiques. Voilà, ce sont nos 3 axes forts et nos 3 engagements sur lesquels donc, la politique du groupe agit pour finalement 3 objectifs. Hein. Bien sûr, pour nos collaborateurs, pour engager l'ensemble de nos collaborateurs dans la transformation, pour nos clients, pour développer aussi des nouveaux marchés et services, et aussi pour la société, puisque notre ambition, c'est bien de pouvoir, à travers nos engagements, agir pour un impact positif dans la société, au cœur des écosystèmes. Et c'est pour ça que nous sommes passés finalement d'une politique purement RSE, on va dire, liée à la conformité, à une politique d'engagement sociétal au bénéfice de l'ensemble de nos parties prenantes. Voilà, donc en quelques mots, résumé de façon très rapide en quoi consiste notre engagement sociétal. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un focus plus précis sur l'économie sociale et solidaire.
pour un peu préciser finalement quels sont les domaines d'action et quelles sont les coopérations que nous engageons avec l'ensemble de nos partenaires de l'ESS. Donc sur ce point, nous avons lancé il y a 6 ans donc, une démarche qu'on appelle l'Alliance Dynamique, qui regroupe les principaux acteurs et les principales têtes de réseau de l'économie sociale et solidaire, finalement autour d'une ambition, enfin d'un partage d'une ambition commune, de convictions communes, et puis surtout finalement de domaines d'action et de coopération sur lesquels nous souhaitons agir ensemble. Et notre vision, c'est que finalement, la Poste ne peut pas agir seule sur ces territoires pour remplir notamment ces missions d'intérêt général, ces missions de service public. Et il est absolument fondamental pour nous, dans les territoires, de pouvoir finalement trouver des partenariats qui soient utiles à la société, avec l'ensemble des partenaires associatifs, pour justement pouvoir déployer notre politique d'engagement sociétal. Donc, l'Alliance Dynamique, elle regroupe une 50aine de têtes de réseau de l'ESS, et qu'on développe aujourd'hui et donc demain dans les territoires pour pouvoir essaimer et donc concrètement accélérer la mise en œuvre de ces partenariats. Alors, pour être concret, finalement, ce qu'on souhaite, c'est à la fois, d'une part, développer des solutions, on va dire, de coopération économique. Donc, soit pour en fait vendre et donc construire des solutions pour être amené effectivement à répondre aux besoins des populations fragiles dans le cadre des politiques publiques territoriales, ou également effectivement des coopérations économiques sur la partie achat. Et donc c'est là effectivement où l'engagement avec le secteur de l'insertion à l'emploi et le secteur adapté et protégé prend tout son sens, pour effectivement aussi flécher finalement nos achats et les prioriser, les orienter quand c'est possible vers des achats solidaires. Et puis également donc mettre en œuvre des coopérations, on va dire, plus d'innovation sociétale en réponse à des missions d'intérêt général qui peut être par exemple l'inclusion numérique. Donc nous avons 12 domaines d'action, et donc je suis plutôt focalisé sur la cohésion sociale et territoriale pour illustrer effectivement le type de partenariat. On a un premier axe qui est important, qui est finalement les lieux partagés, les services de proximité. Je disais tout à l'heure, donc on a 14 000 points de contact, mais on a 9 000 points de contact qui sont en partenariat. Donc, soit en fait avec les communes, ça s'appelle les agences postales communales, des commerçants, on appelle des points relais commerçants, mais aussi donc avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisque donc nous avons une quarantaine en fait de points relais post-ESS, donc on les nomme comme ça, où en fait finalement le service postal il est opéré par des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, dans ce cas de figure, on a effectivement des partenariats avec des structures du domaine du handicap, donc notamment des ESAT, qui accueillent en fait au sein de leur établissement effectivement les activités postales pour pouvoir délivrer, prendre en fait les colis et les délivrer finalement aux bénéficiaires et au public. Je peux citer un exemple, les AT, l'Audace 57 en Moselle, donc, qui est effectivement une illustration de ce type de relais. On en a d'autres également, je dirais, notamment en Normandie, donc une dizaine effectivement de points relais en lien avec des ESAT. Ensuite, donc effectivement, on est très engagé sur l'autonomie des personnes âgées, donc les services à la personne. Ça, c'est un sujet extrêmement important pour nous. On est bien sûr sur les sujets d'insertion des jeunes, donc et de l'égalité des chances, donc à travers une politique RH pour sensibiliser, les former, les recruter. Et donc ensuite, et là c'est pour ça que j'ai indiqué une petite flèche sur le transparent, donc nous avons un domaine d'action qui est important, qui est finalement de favoriser l'inclusion à l'emploi à travers nos achats socialement responsables. Voilà, et on va le voir après, donc effectivement, on a une action dans ce domaine pour pouvoir orienter les achats, et notamment les achats locaux, quand c'est possible, sur des structures de l'économie sociale et solidaire. Alors peut-être pour finir, effectivement, vous donner quelques chiffres clés des achats du groupe, mais Marielle, bien sûr, va pouvoir compléter, puisque c'est elle qui a bien sûr en charge tout ce périmètre et tout ce sujet au sein de la direction achat. Alors évidemment, on a un grand groupe, donc on a un chiffre d'affaires qui est
cette année dépassera les 30 milliards d'euros. Donc, on a 4 milliards d'euros, évidemment, d'achats par an. C'est important. À travers ces achats, peut-être aussi souligner qu'on contribue finalement à soutenir plus de 100 000 emplois en France, emplois directs, indirects. Une grande majorité aussi, c'est une spécificité de la Poste, c'est que plus de 80% de nos fournisseurs sont des TPE et des TME. Et les dépenses qui sont engagées en région, pour les 3/4, se font auprès des fournisseurs de la région. D'où l'importance, effectivement, vous voyez, de la contribution de la Poste finalement à l'économie locale. Un point aussi qui peut être intéressant à souligner, c'est que 12% de nos fournisseurs sont situés dans les quartiers prioritaires de la ville. C'est un poids qui est quasiment le double du poids que représentent les quartiers prioritaires de la ville dans la, on va dire, démographie française. Donc, on a un engagement fort pour aussi pouvoir travailler avec ces fournisseurs dans des zones finalement difficiles. Et puis, donc, effectivement, on achète pour 26 millions d'euros d'achats solidaires, donc chaque année, donc à la fois sur le secteur, sur le SIAE et sur le secteur du handicap. Voilà, Joseph, ce que je peux vous dire en quelques mots sur la politique d'engagement social de la Poste et comment finalement les achats solidaires s'inscrivent dans notre politique de partenariat avec l'économie, tout le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est très clair et c'est très limpide, Pascal Caille. Je reviendrai avec Marie-Hélène Roux tout à l'heure sur les chiffres clés des achats groupes et on aura quelques questions à poser sur le plan très très opérationnel. En tout cas, merci de ces propos. C'est vrai qu'ils sont très clairs et le soutien auprès des PME, vous parlez des territoires, votre politique des territoires. Moi, j'apprends que vous avez 40 relais postes. Alors, sur le relais poste à l'ESAT de Moselle, j'étais bien informé puisque ils avaient gagné un prix à l'occasion de nos Andis formels, le prix de l'innovation sociétale à l'occasion des Andis formels, mais que d'avoir 40 relais postes, c'est vous luttez sur l'emploi, vous luttez pour l'emploi sur les territoires contre la désertification, je vais y arriver, désertification des services publics. Le mot est pas simple, mais ce sont des services de premier niveau, j'imagine, sur les relais postes. C'est courrier, oui. Traitement de courrier, colis non, mais c'est intéressant tout ça. Absolument. Je vais poser la même question à nos amis d'AG2R La Mondiale. Vous êtes, bien entendu, vous êtes présenté à un grand groupe d'assurance et de protection sociale et vous êtes aujourd'hui en train de finaliser, je crois, votre feuille de route RSE. Comment se traduit votre engagement RSE dans la vision stratégique d'une organisation comme la vôtre? Et même chose, pouvez-vous nous présenter quelques chiffres clés? Alors, je pense qu'on a aussi une présentation. Alors, Alicia, soit vous souhaitez la présenter, soit elle part de chez nous. Salomé doit être derrière. Oui, là. Vous ne voyez pas mon écran? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire que Pascal Caille doit peut-être quitter la presse, puisqu'on a la Poste pour l'instant et que c'est lui qui a la main? Ah oui. En fait, j'ai quitté, normalement. D'accord, très bien, c'est bien. Est-ce que du coup... Et maintenant? Toujours rien. Salomé, on voit vos initiales. Est-ce qu'on essaye du côté d'AG2R La Mondiale? Si vous pouvez partager, Alicia, comment on fait? Alors. Dites-nous si vous pouvez partager, ce serait bien. On met à contribution tout le monde. Vous savez, on est dans un paysage très collectif, nous. Et, collaboratif. Et très oui, collaboratif. c'est ça. Alors, partager. Là, je sais pas. Fonctionne. Parce que vous avez aussi une présentation qui pourrait servir de support et pour nos participants de visualiser en même temps que vous présenter. Comment c'est-il? J'essaye de voir pourquoi le document n'est pas là. Salomé, de votre côté, vous essayez. Ah, non, c'est ça, c'est votre calendrier Outlook. Bon, alors. Il faudrait que je l'arrive. Et cette fois-ci, ça ne passe pas non plus. Alors. C'est lancé. Est-ce que vous voyez quelque chose? On ne voit rien. On va continuer. Alicia, j'essaye de mon côté, Oui. Ça bug. Ah. Non, c'est bon. Ça bug. Ah oui.
Alicia, nous avons votre présentation à l'écran. Oui. Vous pouvez y aller Oui. et passer sur la diapo numéro 2. Bravo et magnifique. Oui, alors pour rebondir sur vos propos, sur tes propos, Joseph, introductifs, je dirais que la responsabilité sociétale des entreprises a pris une ampleur inégalée, qui s'est encore amplifiée avec la crise, à l'occasion de cette crise systémique malheureusement que nous connaissons tous. Et plus que jamais, le groupe AG2R La Mondiale, qui, je dirais, a depuis fort longtemps pris en considération ce que le Code civil a dernièrement, tout récemment, réaffirmé dans son nouvel article 1833, qui est en effet que les entreprises ou la société devait s'efforcer de prendre en considération dans les enjeux sociaux et environnementaux dans ses activités. Donc c'est quelque chose que nous faisions de façon, je dirais, assez naturelle par rapport à notre ADN de groupe de protection sociale paritaire et également d'assureurs mutualistes qui trouvent en effet un ancrage très fort à la fois dans l'héritage du paritarisme au sens des pères fondateurs d'un certain nombre de nos mécanismes et dispositifs de protection sociale nationaux, et notamment la retraite complémentaire par répartition, ainsi que la prévoyance paritaire avec les institutions de prévoyance, et également l'héritage mutualiste avec la mondiale qui s'était ancrée dans le nord de la France en particulier. Alicia, est-ce que vous pouvez passer la diapo 2 parce qu'on voit je crois que c'est Salomé qui a la main. Ah, c'est Salomé qui a la main. Oui, c'est Salomé, pardon, désolée. Salomé, la diapo 2 pendant que… Est-ce que vous m'entendez, savais pas qu'il y avait la main. Oui, désolée, je l'ai passée, vous la voyez? Non, pas du tout. Aïe. On a du mal avec les présentations. Je peux peut-être… Je continue néanmoins. Oui, continue. Donc nos quatre métiers, donc cette responsabilité sociétale infuse dans les quatre métiers qui sont les nôtres, à savoir la prévoyance, la santé, l'épargne et la retraite, je le disais donc précédemment, complémentaire et supplémentaire, donc par capitalisation. Et nous sommes en train de finaliser justement une feuille de route RSE, je dirais plus formaliste, au regard justement de la raison d'être, notre raison d'être que nous avons adoptée dans le droit fil de la loi Pacte, qui s'inspirait, je le rappelle, du rapport Nota-Senar. Et cette raison d'être a été adoptée dernièrement, au mois de juin dernier, par nos assemblées générales et inscrite dans nos statuts, qui est quand même quelque chose de remarquable pour le groupe, d'avoir voulu, disons, ancrer fortement dans ses statuts cette raison d'être qui jusque-là s'exerçait de manière, je l'ai dit tout à l'heure, évidente, compte tenu du rôle que nous avons par rapport à la société en tant que groupe de protection sociale et assureur mutualiste. Rôle de cohésion, je dirais qu'il y a un certain nombre d'affinités avec ce que développait tout à l'heure Monsieur Caille, loin de moi l'idée de me comparer à un groupe comme La Poste, de comparer AG2R à La Poste, mais je dirais qu'en termes de cohésion sociale et de vivre ensemble et mieux vivre ensemble, il me semble que nous avons des similitudes et également l'ancrage territorial qui très certainement nous rapproche également. Donc cette forte présence territoriale,
puisque le slide ne bouge pas, je vais pouvoir vous l'exprimer donc par rapport à quelques chiffres. C'est notamment, on a 110 agences réparties sur l'ensemble du territoire et 16 directions régionales. Au niveau des branches professionnelles aussi, nous sommes très présents avec 110 branches partenaires, dans notamment des secteurs clés qui sont pour nous l'alimentaire, la coiffure et tout dernièrement la création fin octobre en fait du pôle ESS qui va justement constituer un levier et un essor nouveau pour le groupe qui est présent dans l'ESS depuis toujours, je dirais, mais qui entend justement se développer et jouer un rôle encore plus important pour d'ailleurs rejoindre nos préoccupations d'aujourd'hui qui concernent bien entendu l'inclusion des personnes en situation de handicap et ce rôle de cohésion sociale et de mieux vivre ensemble. Donc, le pôle ESS tout récent et les deux autres historiquement très importants pour le groupe également. Et je n'ai pas dit que nous étions 10 000 collaborateurs, ce qui est un élément important puisque en tant qu'employeur… Ah, je n'entends plus. Joseph, que se passe-t-il? On vous entend. Nous, on vous entend. Je n'entendais pas Joseph, en fait. Est-ce que parce que j'ai coupé mon micro pour pas gêner la communication. Oui, donc un grand groupe. Un grand groupe et le… Et oui, 15 millions de personnes accompagnées, justement, d'assurés, de retraités et 500 000 entreprises que nous accompagnons également en tant qu'assureurs et sans oublier notre mission en tant investisseur institutionnel notamment. Merci pour la transition, Alicia. Je vais me retourner vers Yann Lecause. Yann, vous n'accompagnez pas 500 000 entreprises, j'espère pour vous, parce non, que pas, sinon… pas encore. Pas encore. Pas encore. Alors, vous avez raison de me corriger, vous n'accompagnez pas encore 500 000 entreprises. Vous êtes acteur plus sérieusement, vous êtes acteur de l'ESS, vous accompagnez bien évidemment des entreprises pour mieux piloter leurs risques. Vous, de votre point de vue et de votre positionnement, comment faites-vous le lien entre la RSE et les achats solidaires? Alors, tout d'abord, peut-être rappeler effectivement le lien entre le développement durable et la RSE. C'est l'ONU, grâce à son programme Global Compact, qui a impliqué les entreprises en considérant que les entreprises avaient un rôle fort à jouer en matière de développement durable et agir sur les 3 piliers qui sont, pour rappel, le social, sociétal, l'économie et l'environnement. Autrement dit, le développement durable se décline, les actions de développement durable se déclinent dans les entreprises vers la responsabilité sociétale des entreprises. Et précisément, la RSE, cette responsabilité sociale, sociétale des entreprises, se décline également dans le métier des achats via cette démarche d'achat responsable. Et dans les achats responsables, nous avons ces fameux achats solidaires, comme ceux effectués auprès du secteur du handicap, auprès des ESAT, des entreprises adaptées, les EA, mais également les TIH, les travailleurs indépendants handicapés. C'est un acte fondateur des achats responsables. C'est souvent également lorsqu'une direction des achats ne souhaite pas trop, ne voit pas trop comment prendre le sujet RSE dans son métier. C'est la première brique de cette démarche d'achat responsable puisqu'elle est concrète. Tout d'abord, acheter auprès du secteur du handicap, c'est optimiser le montant de sa contribution à GFIP. Donc c'est déjà sonnant et trébuchant et ça parle à un directeur financier. C'est aussi un acte solidaire dans le sens où ça donne du sens auprès des acheteurs. Et de plus en plus, on le constate sur le terrain, de manière concrète, les valeurs des jeunes acheteurs diplômés attachent beaucoup d'importance au fait que les valeurs de l'entreprise se concrétisent par ce type d'action.
autre impact de ces achats solidaires, c'est permettre également à une entreprise qui a une note EcoVadis ou qui publie sa performance extra-financière de formaliser clairement ces actions dans un bilan extra-financier, dans la performance extra-financière, faire évoluer grâce à sa démarche d'achat responsable la note EcoVadis et notamment la note globale de son entreprise. Mais c'est aussi créer de la valeur en devenant par exemple un concept qui est assez innovant, c'est de la part d'un donneur d'ordre, c'est comment se positionner, comment devenir le client préféré de ses fournisseurs. Et de plus en plus de directeurs achats se positionnent et s'interrogent sur ce sujet-là en intégrant justement cette démarche d'achat responsable. Donc ça passe par exemple par le respect des règlements, des factures de ses fournisseurs, mais c'est aussi en montrant l'exemple d'acheter de manière solidaire auprès des ESAT, des EA et des TIH. J'espère avoir répondu à votre question, Joseph. Oui. Moi j'avais une petite question, peut-être intermédiaire, je ne veux pas perturber Joseph qui a piloté. En fait, quel est le lien entre RSE et ESS? Parce que moi, pour ce que j'en connais, généralement, les entreprises qui sont dans l'ESS ne font que de l'ESS. Et je vous entends parler tout à l'heure à G2R ou La Poste, parler de déclinaison ESS. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même peut-être rapidement comment vous faites le lien ou comment vous pouvez décliner le fait que vous êtes aussi dans l'ESS? Ce qui est quand même assez spécifique en termes de configuration. Je peux peut-être apporter un premier élément de réponse, Antonio. Je vous en prie. L'ESS intègre effectivement deux écosystèmes. L'écosystème de l'insertion, le SIAE, les structures d'insertion par l'activité économique, et l'autre écosystème qu'est l'inclusion, et notamment la considération du handicap auprès des établissements ESAT, EA et TIH. Une organisation intègre parfaitement cette dimension ESS 2024. C'est l'organisateur des Jeux Paris 2024 qui prône cette politique inclusive. Et c'est la volonté des Jeux Paris 2024 avec la plateforme ESS 2024 et qui intègre et agglomère tous ces acteurs de ces deux écosystèmes. Quelqu'un qui a son micro, excuse-moi Yann, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Merci Salomé. Vas-y Yann, je suis désolé. Très bien. Du coup, Antonio, je te laisse continuer parce que je pense que Marielle Roux, vous avez peut-être une réaction. Oui, bien sûr. Je vais rebondir sur l'ESS parce qu'en fait, pour moi, l'ESS, faut le voir plutôt comme des organisations en fait qui ont décidé de mettre dans leur objet social et statutaire entre guillemets un développement responsable et solidaire. C'est ça les structures de l'ESS. Et du coup, dans les structures de l'ESS, on peut trouver des entreprises de droit privé, mais qui auront verrouillé entre guillemets dans leur statut, dans leur objet social, une affectation de leurs résultats, non pas par exemple à une distribution de dividendes, mais à une redistribution vers des projets soit écologiques, soit solidaires, soit inclusifs. Et c'est là où je pense que quand nous, à La Poste, on parle de SS, on est plutôt là en train de dire qu'on cherche des organisations, qu'elles soient associatives, entreprises, avec finalement déjà dans leur objet social quelque chose qui va être solidaire et du coup vers un développement responsable. Voilà. C'est ça en fait pour moi l'ESS. C'est qu'en fait, on va aller chercher ces acteurs qui, par exemple, pour avoir un statut ESUS, il faut que les organisations répondent aux critères que alors je ne sais plus si c'est les 5 ou des plus grandes rémunérations ne dépassent pas X fois le SMIC. Donc, on a des structures d'organisation qui ont déjà dans leur ADN des choses qui vont être sur le solidaire et du coup répondre à des questions RSE. Par exemple, des EA ESAT, ils l'ont déjà. Ils sont pour certains dépendent d'associations à but entre guillemets du coup non lucratif. Et c'est là, on n'est pas là pour faire du bénéfice, on est là pour réinvestir, pour développer l'outil de production, pour développer de nouveaux produits. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre notre approche de SS.
C'est pas, voilà, c'est chercher ces sociétés qui par elles-mêmes, entre guillemets, vont... Et c'est ça aussi quand on appelle aussi la maîtrise du risque RSE, c'est ces sociétés-là dont on sait qu'elles vont nous assurer finalement un comportement et des produits qui vont être conformes à nos engagements. C'est vraiment important ce que vous expliquez parce que c'est pas forcément très connu que de grands groupes déclinent une partie de leur activité et notamment sous les conditions strictes de ESS. Oui. Alicia, peut-être vous vouliez aussi dire quelque chose. Merci Antonio. Justement, pour rebondir sur ce que disaient Marielle et Yann précédemment, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, pour ce qui concerne AG2R, la mondiale, cela se manifeste d'une part par nos fondations, notamment la fondation AG2R, la mondiale, qui est une fondation pour l'autonomie et le mieux vivre ensemble, et qui a un de ses volets, c'est justement l'inclusion par l'emploi et par l'autonomie. Donc, on soutient l'entrepreneuriat social et toutes les structures, justement, qui vont promouvoir l'inclusion. Par ailleurs, nous avons également, au sein de la direction de l'action sociale, un certain nombre de chargés de projet qui travaillent au développement de ces partenariats vers le milieu associatif, les structures de l'ESS, et dont certaines, en effet, vont être un levier considérable pour l'inclusion des personnes handicapées. Et pour ce qui est des EA, ESAT, en particulier, Marielle le soulignait, il est évident aujourd'hui que ces structures-là également sont impliquées dans des approches de responsabilité sociétale, et y compris d'ailleurs sur les volets environnementaux, parce que là, dans notre table ronde, nous abordons surtout la dimension sociale, sociétale, inclusive. Donc, ce sont les hommes, mais il y a aussi la question de l'environnement, derrière laquelle, d'ailleurs, on touche de très près aux droits humains. Il ne faut jamais l'oublier, ces choses-là sont systémiques et profondément interconnectées. Et Yann l'a dit tout à l'heure, s'agissant des objectifs de développement durable, puisque la RSE, c'est bien précisément cette contribution de l'organisation ou de l'entreprise, pas forcément que les entreprises, puisque la preuve, nous parlons du milieu associatif, donc on est bien là dans le cas de figures d'organisation qui vont à leur tour s'inscrire dans ces objectifs de développement durable qui aujourd'hui ont été se matérialisent par les ODD concrètement onusiens, mais avant même que les ODD existent, nous étions déjà depuis la définition qu'on en a fait en 87 du développement durable, on était déjà dans ces optiques-là pour les organisations, disons, pionnières. Voilà ce que je pouvais en dire. En tout cas. Tu n'as pas activé ton micro, Joseph. Joseph. Ah, de couper, c'est toujours le problème de couper le micro et du coup on s'entend plus et vous voyez Marielle Roux, on est pareil nous aussi, même dans l'animation. Oui, je disais que merci pour ces propos. J'aimerais qu'on parle maintenant de manière encore plus opérationnelle et peut-être une question à Marielle Roux. Vous êtes responsable donc de la conformité des risques. Comment vous intégrez le volet achat responsable et économie sociale et solidaire dans vos consultations? Là, nous sommes sur quelque chose de concret. Comment ça se passe? Alors déjà, il faut savoir que dans le monde des achats, il est courant de dire que quand on a un chiffre d'affaires, il y a 60% du chiffre d'affaires des entreprises qui est composé par les achats. Et que donc, finalement, quand on parle d'engagement RSE, le levier achat est tout aussi important finalement que le levier, on va dire, intra-entreprise. Donc nous, en fait, suivant le secteur d'activité et surtout, en fait, le secteur d'achat et la typologie d'achat et les utilisateurs,
on va adresser en fait différemment, enfin, notre stratégie va être un peu différente. Quand on va être sur des prestations, par exemple, de services qui vont être très locales, par exemple sur des bureaux de poste qui peuvent être en zone rurale, en zone urbaine, on aura besoin de fournisseurs, par exemple, qui ont le rayon, en fait, le rayon d'action pour pouvoir accéder. Voilà. Par contre, on sait qu'il y a des typologies d'achat. Ben, par exemple, je vais vous dire la maintenance des ascenseurs. On sait que le marché est très, très restreint, qu'il y a des opérateurs et que du coup, les techniciens, ils traversent la France pour faire le dépannage. Donc, cet axe-là, sur de l'achat solidaire inclusif, va être un peu... On va le traiter différemment que, par exemple, des prestations de nettoyage ou de traitement d'espaces verts ou, comme on disait tout à l'heure, eh ben, une sous-traitance, entre guillemets, d'une activité qui est le relais postal. Donc, ce qui est important pour nous aussi, c'est de pouvoir aussi, des fois, connaître bien le marché, les organisations. Et par exemple, quand on a des grands comptes en face de nous, bah, leur dire, ben voilà, dans nos critères techniques, on va vous mettre un critère. Et ce critère-là, eh ben, on peut lui mettre des caractéristiques. C'est recyclage en France, au plus proche de nos bureaux de poste. Là, si vous prenez ce cas-là, ben, les grands comptes, ils vont nous dire « Ah ben non, mais nous, on ne sait pas faire parce qu'on a une usine ou 2 usines ou des usines en Europe. » Et c'est là, en fait, où on permet à ces grands comptes, à nos fournisseurs, d'aller eux-mêmes sourcer le marché soit les EA, soit les ESAT, soit l'insertion, et de leur dire « Bon, ben voilà, on cherche une solution. » Et c'est là où les EA et ESAT ont toute leur place pour être ce chaînon, entre guillemets, des fois manquant dans le cycle de vie des produits et des services qu'on achète. Et aussi, ce qu'on recherche souvent, eh ben, c'est qu'on demande, quand on a des lots qui sont assez volumineux, on demande de la co-traitance ou sinon des montages de structures qui permettent à des entités qui peuvent être associatives ben, de fonder justement un collectif pour répondre à un appel d'offres plus important. Donc, en fait, ce critère-là, on arrive à insérer ces achats, on va dire, solidaires et inclusifs, soit au niveau de critères techniques, dans notre cahier des charges, on conçoit le produit, on le visualise et on sait qu'on veut injecter à tel endroit telle activité parce qu'on sait que le marché solidaire est mature. Ou sinon, eh ben, on va travailler les critères RSE qui vont faire qu'au bout d'un moment, on va stimuler. Donc, généralement aussi, on arrive à avoir on peut avoir des prestations qui sont données à des structures un peu plus grosses, sur des grosses régions ou nationalement, mais qui elles-mêmes vont aller sourcer dans leur propre réseau EA-ESAT et dire, ben, voilà, telle zone géographique, parce qu'on sait aussi, on connaît les contraintes de l'insertion, du handicap, et on sait que des fois, ben, le périmètre de travail de ces EA-ESAT, il est autour de 30 ou 40 km, puisque les bénéficiaires ont quand même besoin de rentrer chez eux, qu'on ne peut pas les mettre en déplacement. Donc nous, on tient compte de ça et on stimule et on les insère, soit au niveau des critères techniques, soit au niveau des critères RSE. Voilà. Merci Marielle Roux. Antonio, peut-être une dernière question avant qu'on demande à nos intervenants un mot de conclusion. Est-ce que tu as une question sous le coude, question à un intervenant particulier ou une question… Alors, non, qui va s'adresser à tout le monde. C'est pour fréquenter les entreprises plus ou moins engagées sur ces sujets-là, RSE, qui a beaucoup à développer. On se pose toujours la question de comment vous embarquez vos collaborateurs. Parce que je pense que c'est une des clés qui vous permet d'être en permanence actif et en veille pour développer votre politique RSE et qui plus est auprès du secteur handicap. Donc peut-être que pour partager avec les gens qui nous suivent, est-ce que vous avez des choses à nous dire de comment vous faites pour que tout ça soit peut-être même dans votre ADN et que vos collaborateurs vous accompagnent dans les grandes lignes directrices, mais au quotidien et dans l'opérationnel. Marielle Roux, vous étiez sur la table ronde ce matin, c'est comment embarquer vos collaborateurs. Alors déjà, là, c'est un sujet qui est facile et la transition est simple pour nous. Alors déjà, il faut savoir qu'à la Poste, on a déjà 7% de notre personnel qui a une reconnaissance d'un handicap. Donc déjà, c'est une forte implication. Deuxièmement, chez nous, on n'est pas soumis en fait à cette obligation puisqu'on est un capitaux actionnariat public. Donc tout ce qu'on se fixe,
entre guillemets, on se le fixe parce qu'on veut y aller, parce que c'est dans notre ADN. Du coup, je pense qu'à la Poste, il y a historiquement toute cette notion, on va dire, sociale. Il y a beaucoup d'associations pour les postiers en situation de handicap, pour les postiers qui sont parents d'enfants en situation de handicap. Et du coup, finalement, on a cassé ce que je disais ce matin, on a cassé un peu les mythes sur ces achats solidaires, ça coûte plus cher, c'est de moins bonne qualité, c'est plus long. Donc ces mythes-là, on les casse facilement. Et puis, finalement, quand aussi on prend l'axe achat et qu'on challenge nos acheteurs, hein, entre guillemets, on y va, on pousse les objectifs. Voilà. Et puis surtout, je pense qu'on a deux directrices, que ce soit Muriel Barnéou, la directrice de l'engagement sociétal, et Laurence Laroche, la directrice des achats, qui vivent le sujet, qui le portent. Donc, dans les équipes, tout le monde suit. Et du coup, un acheteur qui est challengé, il va challenger ses prescripteurs, il va les mettre dans la boucle, entre guillemets, il va les amener à réfléchir, à acheter différemment. Merci Marielle Roux. C'est vrai que je regarde l'heure et nous regardons l'heure avec Antonio, il est -7. Alors il n'y a pas de table ronde derrière, donc on pourra s'autoriser d'aller jusqu'à pile, donc jusqu'à 16h, c'est nos engagements et nous y conformerons. J'avais envie de dire, est-ce que vous m'autorisez un mot d'humour, Marielle Roux? C'est vrai qu'on a l'impression, quand je vois les vélos, en plus vous êtes très corporate, mais vous y connaissez un rayon quand même. Pour finir et pour conclure… Fallait dire non, Marielle. Oui, donc du coup… Donc, pour conclure, c'est la même formule que j'utilise là depuis quelques temps pour tous nos intervenants, vous remerciant très fort d'avoir participé à cette table ronde. Je rappelle qu'on pourra vous retrouver, mais d'abord, peut-être un mot de conclusion de chaque intervenant par rapport à ce que vous avez entendu et peut-être un vœu que vous pourriez exprimer à l'aube de cette année 2021. Qui commence? Yann? Allez. Alors, tout d'abord, mon premier vœu, ça serait effectivement de ne plus oublier de citer les TIH, puisqu'ils sont entrés dans la loi depuis 2016. Les achats solidaires, c'est bien effectivement les ESAT, les EA et les TIH. Et pour rappel, les TIH ne sont pas que des freelances ou des indépendants. Il y a des TIH qui créent de l'emploi. Donc, ce sont vraiment des acteurs économiques sur le territoire. Et si je devais formuler un vœu, ça serait effectivement de ne plus parler de STPA, mais de secteur handicap, ESAT, EA, TIH, et surtout d'acheter de plus en plus solidaire auprès de ces acteurs économiques qui sont implantés sur nos territoires. Merci de ce vœu pieux et que j'espère on va pouvoir et que les entreprises vont te suivre, Yann, et commander et acheter plus. Alors sur le secteur du handicap, on voit que tu es très proche de Handéco parce que c'est un vocabulaire, une sémantique que nous utilisons maintenant depuis 6 mois pour justement penser aux travailleurs indépendants handicapés. Alicia, est-ce que vous voulez un mot de conclusion? Je laisserai nos postiers conclure cette table ronde. Oui, alors, pour ce qui concerne AG2R La Mondiale, je pense qu'en effet, sur les achats responsables et achats solidaires, il faut absolument qu'on arrive justement à utiliser ce levier formidable des achats responsables pour servir justement le déploiement de la RSE et qu'elle s'irrigue dans toute l'entreprise et qu'ultimement, on ait des effets sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et je dirais, pour reprendre ce à quoi faisait allusion lors de la conférence introductive, donc le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, il parlait d'une mauvaise interprétation de la loi, en fait, et qui, à un moment donné, on aurait pu craindre que cela desserve le secteur handicap. Et justement, on a pu voir des DRH un peu frileuses, parce que finalement, je ne l'ai pas dit, mais pour ce qui concerne notre groupe, nous avons un taux d'emploi qui est de 8 de personnes en situation de handicap de 8,74%. Donc, c'est quand même quelque chose de remarquable et en même temps qui pourrait faire craindre du fait que nous n'avons pas la contribution AGFIP, peut-être une moindre ambition en ce qui concerne le secteur handicap, mais je pense que bien au contraire, comme le soulignait
Thibaut Guilluy, et nous tous autour de la table, c'est vraiment donner un coup d'accélérateur à une époque en plus de difficultés accrues pour les personnes en situation de handicap avec cette crise terrible. Et il faut absolument se servir de ce levier de la professionnalisation du secteur handicap qui est lui-même dans cette démarche de RSE et qui, nous, on l'a vu, je n'ai pas donné les exemples là, on manque de temps, mais on a mené des expérimentations avec certaines entreprises adaptées et c'est formidable parce que tu le disais, Joseph, en termes de valorisation et de mobilisation des collaborateurs, lorsque les personnes vont encadrer, apprendre des actes de gestion à des personnes en situation de handicap et notamment autistes ou atteintes de TSA, et qu'on voit cette fierté justement de la transmission vers l'emploi et ultimement, mon idéal serait qu'en effet, on puisse concrétiser ce passage vers le milieu ordinaire. Voilà. Très bien, merci Alicia. C'est le sens de cette loi. Je regarde l'heure et c'est vrai que vous êtes très passionnée, très vive et très passionnée. Et je veux vraiment qu'on clôture cette table ronde à 16h. Marielle Roux, c'est vous qui avez le mot de la fin. Les postiers, vous avez un fond d'écran très corporate et un ciel bleu et on vous laisse avec le soleil et nous exprimer votre vœu à l'aube de cette année 2021. Alors déjà pour les travailleurs indépendants, les TIH, je voulais dire que moi je crois beaucoup au numérique parce que finalement ces plateformes de mise en relation cassent entre guillemets les préjugés, puisque finalement on prend une personne pour ses compétences et voilà. Je crois aussi beaucoup aux achats solidaires et parce que ça devient pour nous pour les entreprises qui vont sur les marchés financiers, pour vous dire quand même que les achats responsables représentent des fois 40% des questions qu'on nous pose sur comment on agit, comment on achète de manière raisonnable. Donc ça, c'est un point important, je pense. Et puis, moi, si je regarde d'un point de vue de la Poste, on a quand même aussi des actions pour les postiers en situation de handicap, par exemple, dernièrement, le lancement d'une allocation pour les parents isolés en situation de handicap. C'est bête, c'est peut-être, on va dire, c'est que du papier, mais c'est quand même aussi apporter une possibilité aux gens, justement, de s'inscrire dans un CDD et viser un CDI à long terme. Et d'éviter les ruptures, c'est pour ça que c'est important aussi qu'on puisse apporter ça aussi à nos fournisseurs et leur demander la réciproque. Voilà. Merci Marielle Roux pour vos mots de conclusion, éviter les ruptures. Ce que je propose aux participants et à tout le monde, aux intervenants, de vous retrouver Marielle Roux, puisque vous êtes exposant sur le salon Handi-Achat, de vous retrouver Yann Lecause, puisque vous êtes exposant également au salon Handi-Achat, et de retrouver l'ensemble du programme. Alors je crois qu'il n'y a pas de conférence tout de suite, il y en a une tout à l'heure je le rappelais, sur l'économie circulaire, et n'oubliez pas, la table ronde sur la loi, c'est demain à 15h avec des intervenants de grande qualité, mais comme ils le sont dans toutes nos tables rondes. En tout cas, merci à tous nos intervenants. Merci Antonio, merci à tout le monde. Et puis à très très vite et à très très bientôt. En tout cas, rendez-vous sur le site handiachat.com. Merci à vous.